Cet épisode est une présentation de Clarins. Hello everyone! Welcome to Génération Sidechick. J'ai décidé que c'était en anglais cette semaine. J'espère que vous allez bien. On aborde un sujet un petit peu plus croustillant, difficile à digérer parfois, mais drôlement nécessaire. Cette semaine, on parle de violence sexuelle. Parce que, bon, la vague MeToo au Québec, ça fait déjà 2 ans qu'elle s'est établie. Il y a de plus en plus de cas. Les dénonciations sont de plus en plus importantes, mais je pense que c'est hyper pertinent et nécessaire, comme je le disais, de poursuivre la discussion par rapport à la violence sexuelle afin d'insister, bon, les victimes à prendre parole lorsqu'elles pensent avoir été justement victimes d'un crime sexuel, mais aussi de sensibiliser les gens qui l'entourent, savoir comment bien accompagner une personne et autres. Donc, bref, aujourd'hui, je m'entretiens avec l'experte en la matière, Rachel Pitre, qui est procureure en chef adjointe, je vais regarder mon titre, aux poursuites criminelles et pénales du bureau de Montréal. Elle a traité tous les grands dossiers, Roson, Éric Salvaille, bref, elle a traité tous les dossiers à caractère sexuel à Montréal. Elle va pouvoir nous aiguiser par rapport à nos connaissances sur le sujet et je serai accompagnée de ma douce acolyte Anne-Lovely Étienne qui va pouvoir ajouter inévitablement plein d'informations hyper pertinentes. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, c'est le temps de la Minute Clarins. Et là, l'été est arrivé. L'humidité s'est installée, le maquillage coule. C'est un peu dégueu, mais bref, j'ai une solution pour vous. Le Fix Make-up de Clarins est là pour solidifier le tout et assurer que vous ayez un joli minois tout le long de la journée malgré la chaleur qui s'installe. Le Fix Make-up, c'est un produit vraiment le fun. On peut remettre ça au courant de la journée, mais la procédure est très simple. On se maquille, on fait des petits pushs sur son visage, quelques distances. Ça sent très bon, ça sent la rose et le pamplemousse. Et là, ça va venir fixer, mais en plus, vous ajoutez un petit glow supplémentaire à votre maquillage de la journée. C'est disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Bien, merci de l'invitation. Hey, merci à toi, Rachel, de t'être déplacée dans notre studio de Génération Sidechick. Très contente de te voir dans un autre environnement parce que Rachel et moi, on a déjà eu la chance d'échanger ensemble dans un tout autre contexte. Oui, un tout autre sujet. Un tout autre sujet et autre contexte. Une belle conférence sur la prévention du cancer de la peau. Yes. Un bel événement. Qui, by the way, est un sujet très important. Le soleil est au rendez-vous maintenant. Mettez de la crème solaire, s'il vous plaît. Absolument. Et même si vous êtes black, c'est pas parce qu'on a cette protection de mélanine naturelle qu'on ne doit pas s'appliquer de la crème solaire, ou bien au contraire. Voilà. Aparté fait, vous pourrez pas dire qu'on n'a rien fait pour votre peau. Exactement. Je sais ça. Mais aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est quand même tough. Oui. On va se le dire. Hein? Parler de violence sexuelle, c'est difficile. Et bien là, on ne pouvait pas être mieux accompagné. Parce que Rachel, tu es procureure en chef, puis oui, je regarde mes notes parce que je vais être sûre de le dire comme il faut. Procureure en chef adjointe aux poursuites criminelles et pénales du bureau de Montréal. Exact. Donc, ce que tu me disais, parce que je trouve que ça donne un beau portrait, c'est que chaque dossier de plainte sexuelle, à caractère sexuel, sur l'île de Montréal, passe dans tes mains. Oui. En fait, chaque victime, homme, femme, enfant, de violences sexuelles porte plainte au service de police de Montréal et les dossiers atterrissent effectivement sur mon bureau parce que je suis gestionnaire d'une équipe de procureurs qui vont traiter ces dossiers-là à la cour. Mais ça passe vraiment effectivement sur mon bureau. Sur ton bureau. Des centaines de dossiers par année. J'ai comme envie d'emblée, tu sais, peut-être que c'est mon petit côté journaliste là, qui a le goût de te poser la question, mais premièrement, comment tu t'es ramassée là à être la chef procureure? Non, mais c'est vrai, tu sais, de juste avoir un peu le feeling de ton parcours. Est-ce que quand tu t'es ramassée là aussi, est-ce que tu disais, my God, moi, c'est vraiment mon dada, c'est vraiment ce que je veux faire, aider les victimes de violences sexuelles? Tu sais, raconte-nous un peu comment ça s'est passé, ton parcours. Oui. En fait, j'ai étudié en droit, j'ai fait mon stage au DPCP. Moi, je suis vraiment un produit du DPCP. Le stage, premier contrat, ensuite permanence. J'ai commencé en
décembre 2014. Et dès que j'ai commencé, le gouvernement venait de créer une espèce de registre, le registre des délinquants sexuels, où tous les délinquants sexuels qui commettent un crime au Québec sont fichés. Donc là, on mettait ça en place. Fait que moi, j'ai tout de suite été baignée dans la violence sexuelle dès que j'ai commencé à être avocate. Par la suite, j'ai fait des procès, j'ai eu des liens avec des victimes, puis c'est là que j'ai senti que c'était vraiment une vocation. Je le sens que c'est une vocation, puis ma gang aussi de procureurs, pour eux, c'est une vocation de faire une différence dans la vie des hommes, des femmes, des enfants. Parce que on se le dit, victime de violence sexuelle, c'est quand même quelque chose de très intime, c'est quelque chose de très troublant. Et là, il faut que tu racontes ça à des inconnus. Faut que tu témoignes à la cour. Fait que, tu sais, d'accompagner ces gens-là puis de les mettre en confiance. Bienveillant, parce que il y a une question de... Tu défends la personne, mais il y a l'humain, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que je te posais la question. Puis nous, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les procureurs, on représente l'État. Donc, une victime de violence sexuelle, elle n'a pas besoin de s'engager, un avocat, le payer pour porter plainte pour agression sexuelle. C'est vraiment l'État qui représente la victime, qui intente les poursuites. C'est l'État qui assume le fardeau de prouver ce qui s'est passé. Wow. Donc, on a vraiment une indépendance, mais en même temps, on a vraiment une vocation pour la société en général, tu sais, les victimes, mais aussi la société qu'on doit protéger là, de prédateurs sexuels ou de la violence sexuelle dans un contexte conjugal aussi. Oui, il y en a beaucoup. Puis il y a plein de choses dans l'actualité dans les dernières semaines qui se sont passées. Au moment où on enregistre, c'est le Grand Prix. Oui. C'est l'événement. Puis là, je sais, toi, Anne-Lovie, t'es comme, oh my God, c'est outrance. C'est vraiment, c'est de l'outrance, là. Quand tu regardes tous les chiffres, les statistiques, puis la prostitution, puis la violence qui découle de cet événement qui... Moi, je m'enfuis, là, vous le savez pas, mais je prends un avion tantôt, puis je m'enfuis de ce week-end-là. Littéralement. Mais il y a plein... C'est beau, les festivités, puis c'est le fun de se rassembler, puis surtout après une pandémie, don't get me wrong. Mais il y a ce revers qui est quand même assez... Mais en fait, où est-ce qu'il y a de l'homme? C'est difficile. Où est-ce que les hommes... je veux pas généraliser, puis surtout, je suis pas une man hater. Au contraire, j'aime les hommes, puis je sais qu'il y a des bonnes hommes, puis je suis sûre... Des bons hommes. Puis je suis sûre que dans ton équipe, il y en a. Je sais pas combien vous êtes composé de procureurs. On est 13 procureurs, mais j'ai des femmes et des hommes aussi qui sont procureurs. C'est ça. Puis j'ai des hommes issus de la communauté LGBTQ aussi pour comprendre cette réalité-là. Fait qu'on a vraiment beaucoup d'ouverture, d'expérience, de vie aussi, tu sais, pour rencontrer des victimes comme ça, de comprendre aussi, puis d'avoir une certaine maturité, de ne pas exiger qu'une victime réagisse comme moi, femme, j'aurais réagi dans telle situation. Tu sais, évacuer les mythes, les stéréotypes, ça, c'est un sujet aussi beaucoup d'actualité. C'est ça, les mythes, les stéréotypes. Ben, tu sais, écouter la version d'une victime et se dire, ben, peut-être que moi, j'aurais crié, peut-être que moi, oui, je me serais enfuie, peut-être que moi, j'aurais pas retexté mon agresseur le lendemain, mais c'est pas moi, là, c'est elle qui est dans cette situation-là. Fait que je dois me préserver des mythes et stéréotypes, l'écouter, comprendre aussi ses réactions. Donc, oui, j'ai des hommes et des femmes pour répondre à la question là, dans mon équipe. Ben, c'est ça, puis je me disais tout le temps, mais tu sais, la F1, c'est un événement que, oui, il y a du tourisme sexuel, mais on oublie que tous les jours, il y en a. Il y a des hommes qui prennent des avions, qui vont dans des pays... des pays sous-développés ou des pays en voie de développement, qui savent que les jeunes filles, sont là pour avoir un peu de sous, puis ils abusent de ça. Fait que souvent, je trouve que la violence sexuelle, c'est partout, puis il faut vraiment en parler, pas seulement quand c'est la F1. Je disais juste un wrap-up de ça. Tout à fait. T'sais. Mais il y a plein... en fait, quotidiennement, il y en a plein dans la vague de dénonciation. On en a parlé. On a fait un podcast à cet effet, puis c'est un peu pour ça aussi, tu sais. Je ramène souvent des sujets qui sont moins d'actualité. Là, il y a la F1, mais on s'entend, Rachel et moi, on avait décidé de jaser bien avant ça. Mais c'est juste, je pense que justement, de ramener une discussion, de sensibiliser les gens face aux victimes, de sensibiliser les victimes, apprendre quelles sont les étapes, qu'est-ce que je peux faire, reconnaître la violence. Il y a différents types de violences. Oui, c'est pas toujours approprié, évident, à propre parler un viol avec une pénétration. Là, souvent, c'est ça qu'on entend, mais c'est pas juste ça, la violence sexuelle. Ça peut être des touchés, des caresses. Puis même la jurisprudence là, nous enseigne qu'on doit même pas prononcer le mot caresse dans une salle de cours. Quand on parle, par exemple, d'enfants qui vont dire avoir été caressés par un agresseur, t'es un enfant. T'es touché par un adulte. Il ne s'agit pas de caresses. Là. On parle de gestes, de crimes. Effectivement. Même le vocabulaire est repensé aussi dans nos façons d'aborder les victimes. Mais je voulais juste dire, parce que tu parlais de tourisme sexuel, puis
c'est super intéressant de savoir, parce que moi, j'ai traité un dossier comme ça, puis un procureur de mon équipe aussi récemment, quand des Canadiens se déplacent à l'étranger dans des pays moins favorisés et qui abusent sexuellement d'enfants, on peut quand même les accuser aussi au Canada. Pour vrai? Ouais. Ben, en fait, on a vu dans les journaux, il y a très peu un délinquant sexuel Monsieur Vendette. Bon, voilà, Exact. c'est exactement C'est lui. un Lui est allé procureur. chercher... Écoute, Oui. C'est quoi cette histoire? Je sais pas. J'ai vraiment un petit haut de cœur en ce moment. Je vais comme prendre une grande respiration parce que ça m'a tellement mis hors de moi, guys. Ce monsieur-là, il est allé en Afrique. Il a dit à la mère... Ah, là, tu parles de Monsieur Villemer, c'est un autre. Oui, je Je sais vais de quoi m'occuper tu de ta parles. fille. Je vais lui donner une chance. Elle va venir avec moi au Canada. Il l'a enfermée dans son sous-sol. La petite, elle a 8 ans. Il a abusé d'elle. Genre, je te dis, Kate, là, j'en ai des frissons. Ben Il là, a moi, j'ai les larmes aux abusé yeux, d'elle. là, moi, je suis une Madeleine. Fait que... Oui, abusé d'elle. Jusqu'à ce qu'il y ait des voisins qui s'en sont rendus compte. Parce qu'il était comme, mais c'est quoi le rapport d'un monsieur de cet âge-là avec une petite fille de 8 ans qui va pas aller... Juste, tu sais, il l'enfermait, là, tu sais. Finalement, Mais elle allait quand même à l'école, mais oui, il en a fait, en fait, son objet sexuel, tu sais, pendant plusieurs années. Puis, tu sais, sa mère, on s'entend, tout ce qu'elle voulait, c'est offrir une chance à son enfant. Mais lui, ses crimes, il les commettait ici. Mais il y en a Exactement. d'autres qui vont, mettons, moi j'en ai eu un dossier, le monsieur va prendre ses vacances ou sa retraite en République dominicaine, rendu là-bas, agresse sexuellement un enfant qui est une petite fille dominicaine. Mais par contre, lorsqu'il revient au Canada, il se fait intercepter, puis on a du matériel pornographique de lui avec cet enfant-là. Donc, le crime est commis en République dominicaine. Monsieur est quand même canadien. On a été capable de l'accuser ici. Puis, on a eu un procès ici. Puis, monsieur a été coupable ici. Puis, il y a eu une peine de prison ici, même si ça s'est passé en République. Quand tu parles, là, Je trouve que ça fait son sens parce que, tu sais, si tu as la preuve qu'un homme canadien va en République, fait ça avec un enfant, c'est comme les chances de récidive sont quand même là pour un enfant d'ici. Tu sais, pourquoi ne pas protéger les jeunes de C'est surtout n'importe quel pays? tous les enfants du monde, ils ont le droit à la même protection. Ben oui. Tu sais, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, Partout. que tu sois au Canada. Partout. Fait que le Canada a vraiment fait en sorte que si tu es Canadien et que tu penses à aller abuser d'enfants en toute impunité à l'extérieur, ça marche pas comme ça. On peut t'accuser puis te traduire en justice ici, même si rien s'est passé ici. Fait que, tu sais, c'est toutes sortes de choses parfois qui sont méconnues sur le système judiciaire, parce qu'on s'entend que des fois, c'est un peu compliqué, notre langage d'avocat et de droit, mais il y a beaucoup de possibilités pour lutter contre la violence sexuelle dans toutes ses formes. Puis, d'emblée, est-ce que les peines pour les agresseurs sexuels sont assez sévères au Canada? Il y a de plus en plus de peines qui sont revues à la hausse. C'est parce qu'on punit pas... on punit un crime, tu sais, dans le profil de l'accusé en tant que tel. Fait qu'il n'y a pas comme une uniformité sur tous les gestes tu sais, tous les gestes sexuels qui sont posés. On analyse plein de facteurs, mais c'est vraiment une analyse vraiment rigoureuse par le juge. Puis à chaque fois, on suggère quelque chose qui est en lien avec le crime qui a été commis, la gravité de ce crime-là. Est-ce que la victime a des séquelles? Est-ce que l'accusé avait des antécédents? Est-ce que l'accusé reconnaît? Est-ce qu'il s'est pris en main? Fait que c'est vraiment très individualisé, chaque peine. Il y a des décisions récentes de la Cour suprême qui ont fait beaucoup hausser les peines en matière de crimes sexuels contre les enfants. Donc, il y a beaucoup d'avancées. Il ne faut pas penser que le droit est figé dans le temps. On évolue beaucoup. Oui, c'est vrai. Avec ce qui se passe en société. Puis le mouvement, moi aussi, a certainement été un élan pour beaucoup de changements dans le système judiciaire. Oui, puis tu sais, dans les statistiques, tu sais, il disait que de 2020 à 2021, il y a eu le double, littéralement, d'accusations. Et là, si je me trompe pas, ça continue, les tendances se maintiennent, ça continue à augmenter. Oui, ça continue. Puis les statistiques dont tu fais mention, c'est moi qui les avais calculées. C'était ma gang, mon équipe. Wow. Qu'est-ce qu'on a fait dans telle année? On a reçu combien de dossiers? De Rachel Pétri. Mais non, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que je peux bien t'en parler. Mais c'est ça, il y a beaucoup de dénonciations. Tu sais, je pense que le message est entendu. Les victimes dénoncent, viennent vers nous font confiance. Et ce qu'on sait moins dans la population en général, c'est que énormément d'accusés plaident coupables. Il n'y a pas de procès, les victimes ne sont pas entendues, ils reconnaissent ce qui s'est passé. Il y en a une forte majorité. Puis ça, bien souvent, on n'en est pas conscient. Mais tu sais, une victime qui nous écoute en ce moment, qui se demande, tu sais, est-ce que je devrais porter plainte? Est-ce que je devrais... Mais c'est parce qu'on entend tout le temps que ça ne sert à rien de porter plainte. On entend les mauvaises histoires. Okay. On entend les histoires un peu plus punchées. Parce que les victimes de violences sexuelles, ils n'ont pas nécessairement le goût d'aller dans les médias. Ils n'ont pas nécessairement le goût après d'aller exposer ça. Tu sais, c'est un geste privé.
privé, ils passent à autre chose, ces femmes-là ou ces hommes-là, puis ils s'exposent pas. Mais ce qu'on met sous les projecteurs, c'est les gros dossiers médiatisés ou les décisions où c'est un peu moins favorable ou les écarts de conduite. Mais derrière, tout ça, derrière les projecteurs, partout au Québec, là, il y a des dossiers de violence sexuelle qui ont des belles histoires, mais c'est juste qu'elles ne sont pas médiatisées. Fait que c'est important de le dire. Parce que oui, il y a des victimes qui n'ont pas des belles histoires, puis qui ont qui ont un processus qui est difficile et tout, puis ça, on ne remet pas ça en question du tout, puis on est désolé pour elles. Mais il faut se ranger aussi derrière toutes les victimes, puis se ranger aussi derrière les victimes qui ont des belles histoires à raconter. Mais ça, c'est simplement un... Tu sais, c'est comme un bulletin de nouvelles. Majoritairement, ça va être de la nouvelle négative. Les gens, ils vont parler de ce qui ne va pas dans l'objectif de peut-être faire avancer les choses. Ce qui n'est pas mauvais. C'est ça, c'est pas mauvais. Il faut juste relativiser. Il y a toujours des choses, inévitablement, qu'on ne voit pas. Si tu as un temps d'antenne d'1 heure, mais tu ne peux pas parler de chacun des dossiers. Fait qu'ils vont vouloir accorder le temps aux dossiers qui sont peut-être les plus injustes pour essayer d'avancer les choses. Mais j'ai envie de faire parce que c'est une question qui me ronge les doigts, parce que je ne connais absolument pas votre réalité du tout. Puis là, tu as parlé de procès médiatisé. C'est aussi une autre chose. Il y a quelques semaines, il y a eu le procès de Johnny Depp et Amber Heard qui ont été médiatisés du début à la fin. Qu'est-ce qui fait parce que aussi il y avait un volet à caractère aussi un petit peu de violence sexuelle. C'est de la diffamation. Ouais, mais en fait, pourquoi eux c'était public? En fait, c'est plus ça. Pourquoi eux autres c'était filmé? Pourquoi qu'on a accès à ça? Les États-Unis, c'est comme ils ont tellement une jurisprudence qui est différente de la. Mais en fait, ici, j'ai ça à comprendre. C'est tout le temps même. C'est juste parce que là, c'est des personnalités publiques qu'on y a accordé de l'intérêt, ou on a-tu accès à tous les procès? Je pense qu'on a accès à beaucoup de procédures. Puis ici, c'est pas comme ça. Ici, c'est pas comme ça. La justice, elle est publique. Tu peux aller t'asseoir dans la salle de cour et écouter un procès. Mais de filmer en direct et de reproduire ce qui se passe, ça n'existe pas ici. De deux, là-bas, oui, c'est un procès, effectivement, de diffamation. Fait que ça relève vraiment du droit civil. Mais par ailleurs, il y avait mention d'éléments de violence sexuelle dans ce procès de diffamation-là. Puis au Québec, il y a des recours en diffamation, mais il n'y a pas de jury comme tel. Donc, il y a vraiment des différences au Québec-Canada. Le droit est le même partout au Canada. Mais non, c'est ça. Ici, on ne diffuse pas en direct les procédures, mais on peut y assister, par exemple. Puis la presse est là, les journalistes sont là. Les journalistes sont là. Je suis curieuse de savoir, en tant que femme, comment vous êtes sentie, justement, parce que là, en date d'aujourd'hui, bon, le verdict est tombé. Amber a été déclarée coupable de tout ça. Comment ça vous a fait sentir? Moi, c'est plus le processus, tu sais. Là, on s'écarte du sujet, mais je suis curieuse d'avoir votre point de vue, de voir autant de... Écoute, il y a eu des gifs, on l'a niaisé, on l'a rabaissé de part et d'autre. C'est rendu qu'il y avait des clans. C'est devenu un divertissement. Je sais pas, moi, je suis pas bonne comme toi, clairement, Rachel, avec les noms. T'es vraiment douée de te rappeler les noms de tout le monde. Je suis pas douée, j'ai pas ce talent-là, mais il y en a un sur sa chaîne YouTube, c'était vraiment du divertissement. Thumbs up! Si vous êtes d'accord, non, des cœurs, puis c'était en direct, puis c'était vraiment devenu un show de télé, puis tout le monde participait, puis I hate her, I'm gonna kill her, blablabla. Le pire, c'est que... Je suis pas à l'aise. Non, mais le pire, il y a des gens qui payaient des sommes pour avoir leur commentaire épinglé au début. Jusqu'à 400$, je pense, tu pouvais payer pour avoir le commentaire genre Amber Heard, t'es juste une type de menteuse. Puis là, tu payais la chaîne YouTube, la personne qui contrôlait créateur, exactement, pour avoir ton commentaire impliqué, que tout le monde voit que c'est toi qui l'avais... C'était vraiment un shit show, on peut le dire, là, dans notre podcast. Gros shit show. Mais en fait, je pense que ta question, c'est est-ce que le procès Heard-Depp va décourager les victimes de dénoncer? En fait, ça, c'était ma prochaine question. J'étais quand même curieuse de savoir comment tu t'étais sentie par rapport à ça. En fait, en tant que femme, je me suis dit, my God, est-ce que, en quelque part, ça fait reculer la cause de tout ce qui est par rapport au MeToo, de tout ce qui est par rapport à la violence conjugale et la violence sexuelle? Est-ce que ces femmes-là vont... Puis comme procureur, peut-être que... Tu sais, moi, j'ai parlé à des avocats aussi par rapport à ce truc-là, puis ils m'ont tous dit... C'est sûr que là, ça va être beaucoup plus facile de peser sur le piton sur la diffamation pour les hommes les hommes ou les personnes qui font cette agression-là, tu sais. Ça va être plus facile de peser sur le piton sur diffamation parce qu'ils vont s'en laver les mains. Fait que là, j'ai fait... Ouais, là, c'est un terrain glissant. Puis en tant que femme, pour vrai, on dirait qu'on avait tellement avancé dans la cause qu'il y a toujours quelqu'un qui essaie de nous faire reculer dans la cause de la condition féminine. Fait que c'est vraiment ça que ça a fait pour moi en tant que femme. Moi, c'est plus mon angle d'avocate où c'est sûr que
c'est quelque chose où on n'est pas familier là, d'être, parce qu'il faut s'entendre que ces avocats-là ont été filmés tout le long de leur travail là, dans le procès. Moi, j'avais une collègue avocate de la défense qui avait fait certains commentaires, puis quand je l'ai entendue, je me suis reconnue où elle disait que ça manquait de décorum. Aller faire un câlin à ton client dans la salle de cours, c'est pas du tout quelque chose qu'on voit ici. On a des règles strictes, un décorum, une façon d'agir en salle de cours, d'être respectueux. Donc ça, moi, ça m'a interpellée comme avocate, c'est certain. Ce qui m'interpelle aussi beaucoup parfois, puis sur la médiatisation de cause, tu sais, parfois on va mettre un tweet ou on va rapporter une phrase qui a été dite dans le procès. C'est très expéditif, le regard qu'on a sur le procès avec une phrase. Sans contexte. Sans contexte. Mais la justice, elle n'est pas expéditive. La justice, elle est lente, elle est rigoureuse. On analyse la preuve. Donc, la preuve c'est des heures et des heures de discussion, puis les gens vont prendre une phrase. Oui, il y a un danger avec ça, je trouve, parce que ça manque de nuances, où les gens vont retenir un acquittement à cause de tel détail, alors que c'est pas du tout ça que le juge a retenu, mais la phrase était accrochante, puis on s'en remet à ça. Fait qu'il y a un danger, moi, je trouve, avec la médiatisation en direct à petits coups de ce qui se passe dans une salle de cours. Puis je pense que, tu sais, pour les victimes qui ont écouté ça, il faut toujours se rappeler que chaque victime a sa propre histoire, a vécu ses propres choses, a la preuve qu'elle a dans son dossier. On peut pas comparer. On peut pas faire des symboles. Moi, je parlais de ne pas faire de symboles avec l'acquittement de M. Roson, mais il faut pas faire de symboles avec le procès de M. Depp non plus, parce qu'il n'y a pas une victime qui a vécu la même histoire. Fait que je pense qu'il ne faut pas se décourager. Puis ultimement, il y a une décision qui a été rendue par un jury à la lumière de l'ensemble de la preuve qui a été présentée. Donc, c'est des gens qui ont fait leur travail, qui en sont venus à cette conclusion-là. Mais si on s'arrête juste de petit bout en petit bout dans le procès, qui, je m'excuse, mais oui, ça avait l'air un peu d'un cirque, tout ça, là, la façon que c'était présenté. Tu sais, quand tu n'es pas avocat, ou même quand tu es avocat, tu remarques tout de suite là, le manque de décorum, puis le manque de... Oui, avec justement l'avocat de Johnny. Tu sais, le nombre de... C'est quoi? J'ai vu un petit montage vidéo reel sur Instagram, comme à quel point ils seraient un beau couple. Ils voyaient tous les moments d'union puis de complicité qu'ils ont eu. Puis là, j'ai fait comme, OK. C'est vraiment particulier. Oui, c'est très particulier. Ben, c'est parce que je trouve que aussi, tu sais, ça enlève un peu... Mon ressenti était similaire au tien, Anne. Tu sais, c'était vraiment... Je trouve qu'on enlève le sérieux à la chose. Tu sais, ça allait comme, on dirait... Ça reste que c'est la vie de deux humains ici qu'on parle. Deux personnes qui ont littéralement, clairement, les deux, ils ont souffert dans cette relation toxique-là. Puis là, les gens se l'approprient puis en créent un divertissement. Effectivement, je sais pas... Il y a un très gros malaise. Un très gros malaise. Puis tout comme toi, Anne, j'ai peur que ça fasse reculer justement des victimes à vouloir prendre parole par rapport à ça, de pouvoir dénoncer, de faire comme « Aïe, j'ai pas envie d'être Amber. J'ai pas envie de me retrouver dans cette situation-là. » Que ce soit à caractère sexuel ou conjugal ou diffamation ou peu importe. Là. Mais on peut les rassurer, tu sais, comment ça se passe dans les salles de cours en matière criminelle, surtout. Tu sais, on est là pour veiller à leur intérêt. On est là pour s'objecter à des questions qui sont illégales, à des mythes, des stéréotypes. On est là pour les accompagner. C'est sûr que c'est un parcours qui n'est pas facile, mais on essaie de vraiment faciliter ce parcours-là. Puis ça revient à la première question que tu me posais, pourquoi je fais ça? Bien, pour les aider, pour faire en sorte que ce soit le moins pénible possible de passer à travers ce processus-là. Puis, tu sais, quand mes procureurs viennent me voir, me dire, Rachel, le procès s'est terminé, j'ai tellement eu un beau câlin de la victime, elle m'a pris dans ses bras. Pour nous, c'est ça notre paye. Wow. Tu sais, c'est ça qui fait qu'on continue à faire ça. Puis quand on entend juste des histoires négatives, pensez-vous que des procureurs, pendant 20-25 ans, parce que j'ai ça dans mon équipe, vont se contenter d'histoires négatives, d'aucune valorisation de leur travail? C'est pas ça. Ben non. Il y a vraiment du beau, il y a du doux, il y a du beau. Mais c'est juste que c'est pas dans les médias. C'est souvent ce qui va mal qui est rapporté. Malheureusement. Dans un article du Journal de Montréal, je pense que c'est l'année passée qu'il est sorti, bref, tu faisais référence... justement au fait que les victimes étaient vraiment bien encadrées, qu'ils ne sont pas laissées toutes seules à eux-mêmes, tel que plusieurs personnes le laissent sous-entendre, que vous les avez vraiment encadrées. Puis il y a même un projet de loi qui s'en est découlé pour créer un tribunal spécialisé envers les victimes de violences sexuelles. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui. Le tribunal spécialisé, le ministre, quand il en a fait l'annonce, il disait que c'était une première au monde parce qu'on va avoir au Québec un tribunal spécialisé
et en violence conjugale et en violence sexuelle. Ouais. Parce qu'il faut vraiment les séparer. Ouais. Tu peux être victime d'agression sexuelle dans une dynamique de violence conjugale, mais l'approche n'est pas la même. Parce qu'en violence conjugale, c'est ton conjoint, c'est le père de tes enfants. Parfois, tu vas te tourner vers le système de justice parce que tu veux faire un appel à l'aide, tu veux que ton conjoint se mobilise, qu'il suive une thérapie. Alors que la violence sexuelle, bien, c'est souvent quelqu'un où tu n'as pas de relation intime ou quelqu'un contre qui tu portes plainte, puis tu veux tu veux vraiment faire tout le processus judiciaire. Fait que ce tribunal spécialisé-là, ce que ça va amener, c'est vraiment l'accompagnement. Parce que, tu sais, la règle de droit ne va pas changer, la présomption d'innocence, le fardeau hors de tout doute raisonnable. Tu sais, les piliers de notre système de justice, ils ne vont pas changer. Okay. Par contre, comment on peut accompagner une victime avant qu'elle vienne vers nous, pendant qu'elle est avec nous, puis après? Comment on peut assurer... Même s'il n'est pas accusé. Même s'il n'est pas accusé ou parce qu'il est acquitté. Parce que nous, avant le mouvement Moi aussi, on considère qu'on fait quand même assez bien notre travail. On n'est pas parfait, mais on fait assez bien notre travail. Mais on ne pense pas souvent à l'après. T'sais, un coup que le dossier est terminé puis que la victime s'en va, qu'est-ce qui arrive dans sa vie? Est-ce qu'elle peut continuer à avoir des services, avoir du dédommagement, avoir de l'aide psychologique? T'sais, c'est important de penser à la victime à l'avant, à l'après, puis évidemment, dans le pendant. Fait qu'il y a toutes sortes de trucs qui ont été mis en place, comme le système Rebâtir, ça s'appelle Service Rebâtir. Puis ça, c'est une victime qui nous écoute en ce moment puis qui se dit, moi, je pense que j'ai été victime de violence sexuelle conjugale. J'hésite. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bien, elle peut appeler Rebâtir ou même cliquer sur Internet. Là, c'est vraiment Rebâtir. C'est 4 heures de consultation juridique gratuite pour elle. Est-ce que c'est parce qu'elle veut porter plainte pour agression sexuelle? Est-ce qu'elle veut se séparer? Est-ce qu'elle a un bail puis elle veut le résilier? Est-ce que... Toutes sortes de questions qu'une victime peut se poser avant de dire « Moi, j'ai pris ma décision, je porte plainte, je vais voir les policiers. » Avant. Comment on peut t'aider? Fait que c'est à ça que ça va servir le tribunal spécialisé. Vraiment guider les victimes. Parce qu'il y en a qui font le choix de ne pas se tourner vers nous, puis c'est correct, ça leur appartient. Mais il y en a d'autres qui se posent des questions. Ça va se passer comment? C'est quoi les genres de questions qu'on va me poser? C'est quoi les étapes? Ça va durer combien de temps? C'est ça, exactement. Ouais. Bien, le service Rebâtir est là pour ça. Puis le DPCP a créé une ligne aussi vraiment pour informer les victimes sur le processus judiciaire. C'est toutes des avancées qui découlent de Moi aussi, puis qui découlent aussi du tribunal spécialisé. Fait que, tu sais, les victimes, non, elles ne sont pas laissées seules à elles-mêmes. Elles ont un procureur dédié, spécialisé de mon équipe. Elles ont un enquêteur aussi dédié, spécialisé. Le SPVM a une section qui s'appelle la section des agressions sexuelles. C'est des enquêteurs qui lèvent la main, qui veulent faire ça, qui veulent accompagner les victimes. Puis, il y a aussi des intervenants du CAVAC ou d'autres ressources d'aide qui sont là aussi. Fait que la victime est entourée du même procureur, du même enquêteur, du même intervenant tout le long. Fait qu'on fait équipe ensemble. Fait que, tu sais, elle n'est pas laissée seule à elle-même. On est vraiment là pour l'aider, l'accompagner. Combien de temps ça peut prendre, Rachel? Combien de temps? Ça peut être long, malheureusement. À partir de quoi? Du moment que tu portes plainte? Oui, à partir du moment où tu portes plainte. Ça peut prendre... Ça dépend toujours. L'accusé, s'il décide de plaider coupable, ça peut être une question de quelques mois. S'il décide d'avoir un procès, ça peut être une question d'1 année ou 2. Donc, c'est sûr, tu sais, moi, ce que je dis aux victimes, c'est, indépendamment du procès criminel, ce qui est important en ce moment, c'est prenez soin de vous. Consultez. Essayez d'être fonctionnel en société. Le procès, on va y venir éventuellement, on sera là pour ça. Mais en attendant, prenez soin de vous. Parce que, tu sais, un procès criminel, c'est pas une thérapie, puis c'est pas fait pour guérir une victime. Tu sais, c'est fait pour trouver quelqu'un coupable d'un crime, la peine appropriée. Mais la victime, il faut qu'elle prenne soin d'elle. Puis souvent, ça, on leur dit, tu sais, dès maintenant, prenez soin de vous. Le procès, ce sera une autre étape, puis on s'en occupera, mais prenez soin de vous. Puis c'est pour ça que un projet comme le tribunal qui va fournir des soins psychologiques, des soins financiers, bien, on va prendre soin des victimes, peu importe. Je suis curieuse de savoir, alors, parce que là, tu m'énumères tout ça, puis le projet de loi me semble très positif. Alors, pourquoi y avait-il une certaine réticence de la Cour du Québec initialement quand le projet a été présenté? C'était plus le fait que ce que disait la Cour du Québec, c'est on veut pas qu'un accusé qui se présente devant nous pense qu'il va avoir un traitement différent parce qu'on a créé des services axés beaucoup sur la victime. Mais je pense que les discussions ont vraiment évolué, puis on en vient au consensus que, tu sais, un tribunal spécialisé ou une division spécialisée, peu importe le nom que ça va porter, que ça va être bénéfique pour les victimes de violences sexuelles dans l'accompagnement. Je pense que pour la Cour, il faut que ce soit clair que les règles de droit vont demeurer les mêmes. Puis je pense que ça,
c'est vraiment une évidence. Mais par contre, comment on peut accompagner, c'est là où on a beaucoup innové, où le ministère de la Justice a créé des... Dans l'accompagnement. Oui, dans l'accompagnement, oui. Puis moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'on considère comme une violence sexuelle, tu sais, parce que avant, tu sais, Kate et moi, avant que le micro soit ouvert, on se disait off the mic que, c'est ça, on a vécu des choses différentes, mais j'étais comme, moi, je n'ai jamais vécu de violence sexuelle. Est-ce que tu es à l'aise d'en parler? Oui. On mic? Oui, parce ouais. que moi, je suis à l'aise, mais... C'est un peu comme ça. Ben oui, je pense que... Moi, je suis super à l'aise. C'est juste qu'à un moment donné... Qu'est-ce que tu as vécu, Anne? Moi, ce que j'ai vécu... Non, mais pour vrai, c'est même pas drôle. C'est un peu... mais c'est pas drôle partout, mais c'est vraiment pas drôle. Puis c'est tout avec le mouvement MeToo que je me suis comme re-questionnée. C'est que j'étais allée chez le médecin, chez un hématologue, parce que je fais de l'anémie, moi. Ça dépend des périodes. Des fois, c'est sévère, des fois, c'est modéré. Mais là, je me sentais vraiment pas bien. J'étais fatiguée. Écoute, j'avais genre 18-19 ans, là, tu sais. T'es au printemps de ton âge, de ta vie, tu sais. Fait que ma mère, j'avais été à l'urgence, je filais vraiment pas. Puis là, finalement, on m'avait donné un papier pour aller consulter un hématologue. Et là, d'emblée, quand je vais là, ma mère m'accompagne tout le temps partout, surtout chez les médecins. Le médecin lui dit, « Madame, vous pouvez rester dehors, votre fille est majeure. » Tu sais, c'est confidentiel, tout ça. Moi, je me suis vraiment zéro posé de questions, mais d'habitude, si moi, je voulais que ma mère elle vienne, elle aurait pu venir, je m'en fous, tu sais. C'est un hématologue, on s'entend que c'est un spécialiste du sang. Je fais juste dire ça, hein. Et là, je suis rentrée dans la pièce et il m'a demandé de me déshabiller. Je me suis déshabillée. Mais moi, je suis jeune, je fais confiance à un médecin. Puis là, il m'a comme juste tellement, genre, touché toute ma poitrine, mes fesses. Puis une fois que c'était fait, il m'a dit, c'est beau, tu te rhabilles, je t'offre une prescription pour genre des capsules de fer ou quelque chose. Mais genre, je suis partie. J'en prends des capsules de fer et je te confirme que mon médecin m'a pas tripoté pour me donner la prescription. Puis j'étais comme... Puis là, ma mère, elle disait, tout est correct. Puis, mais j'ai tellement pas réalisé que j'ai juste fait... Ben ouais, il a juste comme... Il m'a dit... Il a pris mon pouls. Mais c'est ça, tu sais, il mettait ses instruments, il me touchait, mais jamais, genre, dans la partie, tu sais, comme vaginale et tout. Mais mes seins et mes fesses, il s'en est permis, là. Ça, c'est un crime sexuel, on s'entend. Bien, c'est sûr que moi, je peux pas commenter ton cas à toi. Bon, je peux pas faire une opinion juridique. Oui. Mais par contre, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de choses à analyser. Il est en situation d'autorité, le médecin, par rapport à toi, l'âge que tu avais. Est-ce que les gestes posés sont conformes à la pratique médicale? Est-ce que dans le cadre de son examen... C'est toutes des choses comme ça qu'on évalue. T'sais, à première vue, comme ça, je veux dire, ça semble pas du tout cohérent ce qu'il a fait avec sa spécialité. Puis si toi, tu sais, évidemment, tu consentais pas, il n'y a pas de question de consentement du tout. Là. Fait que ça pourrait, oui, effectivement, être une... Tu avais quel âge, tu dis? Je me rappelle. 18 ans. Okay. Ça pourrait être une agression sexuelle, effectivement, par une personne en situation d'autorité, qui est un facteur aggravant aussi. Est-ce que... Tu sais, je me demande, la seule fois qu'on m'a demandé de me déshabiller, mais littéralement, on m'a jamais demandé de me déshabiller dans une salle à froid de même. C'était plus, OK, je suis prête à regarder ton épaule, descends ta jaquette. Tu sais, c'était pas genre, mets-toi flambant nu, là. Bon, ça a tout le temps été, OK, ben là, tu peux-tu descendre ta jaquette ici? Tu peux-tu descendre ta jaquette parce que, tu sais, je me fais regarder le corps une fois par année par mon dermatologue. Oui. Fait que, tu sais, il me regarde. Puis... Mais c'est pour ça, est-ce que tu te souviens-tu s'il avait analysé des trucs sur ta peau? Il essayait-tu de voir si... OK, non, c'est ça. Particulier. C'est très particulier, puis ça pourrait effectivement constituer une agression sexuelle. J'ai jamais pensé à ça. Tu sais, pour vrai, je n'ai jamais pensé à ça. J'ai trouvé ça... Tu sais, il y a l'instinct féminin. La petite voix intérieure. La petite voix intérieure. Même quand t'es petit, même quand t'es un enfant, tu le sais, ça. T'as toujours ta petite voix intérieure qui fait « Est-ce que c'est normal, cette affaire, ce que je viens de vivre là? » Puis je l'ai eu, ce sentiment-là. J'étais comme... c'est weird. Mais c'est justement là, je présume, où on doit rentrer en ligne de compte, justement, la position d'autorité, comme tu en fais référence, Rachel. Le fait d'être en position, c'est un médecin, tu fais confiance au médecin, il est dans une position d'autorité. Mais c'est un geste sexuel à connotation sexuelle, clairement. Les seins, les fesses, ça n'a pas nécessairement besoin d'être le pénis ou le vagin qui est touché pour être un contact sexuel. Savoir la nature. Mais oui, ça peut être les seins, ça peut être les fesses, ça peut même être une cuisse.
parce qu'en même temps, on va te dire une parole au niveau sexuel. Tu sais, on analyse, nous, tout le contexte. Qu'est-ce qui est dit, les gestes qui sont posés, la nature du corps qui est touché, dans quel contexte. OK. Tu sais, on analyse vraiment tout ça pour déterminer si c'est un crime ou non. OK. Tu sais, c'est très malheureux, la situation que tu as vécue. Là. Je suis désolée pour toi. Non, mais pour vrai, C'est dans la vague de dénonciation que que ça a cliqué. Il y a beaucoup de gens qui ont comme eu un éveil Ouais. sur la violence sexuelle. C'est quoi? Moi, je l'ai vécu parce que nous, on a beaucoup de personnes qui ont porté plainte en se disant, ben, en écoutant le témoignage de telle personne, je me suis reconnue, puis je vis pas bien avec ça, j'ai besoin de dénoncer, j'ai besoin de savoir qu'il fera pas ça, mettons, avec ses autres conjointes. Puis on a aussi beaucoup d'adultes qui disent, ben, moi, j'ai été abusée, mettons, par mon père. Et là, j'ai une petite fille. Je vois ma petite fille à l'âge que j'avais quand j'ai été abusée. J'ai besoin de dénoncer. J'ai besoin de protéger ma petite fille. On voit des choses comme ça aussi. Puis c'est vraiment le mouvement qui a éveillé les consciences. Puis les gens se rendent compte de ce qu'ils ont vécu. Des fois, font le choix de dénoncer, d'autres fois, non. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup aussi une question de prévention puis d'éducation. C'est pour les jeunes aussi, sur le consentement. Ouais. Il y a ça aussi. C'est pas le droit criminel qui va tout régler non plus. Là. À la base, éduquer les gens, éduquer nos enfants, leur apprendre comment ça fonctionne. Mais je pense que c'est vraiment la clé de... D'abord, si tu avais eu accès à cet âge-là où tu as vécu cette expérience-là, ton éveil, tu n'aurais pas douté. Tu aurais juste fait hey, ça, c'est inacceptable parce que tu aurais eu assez d'exemples concrets qui seraient venus justifier que, hey, en ce moment, mon petit feeling que j'ai, il est justifié, c'est non, je me déshabille pas. Mais pourtant, tu vois, s'il m'avait touché les parties intimes, parce que ma mère elle était freak là-dessus. Tu me dis la seconde que quelqu'un te touche, genre, ça, là, tout le temps, que ce soit un professeur, un entraîneur, un ci, un ça, ma mère était vraiment... Que ce soit un oncle, une tante, pour elle, c'était super important que si... Ça, je le savais, là, I knew it, mais ça, on dirait que je me disais, j'étais avec un médecin qui fait juste... On dirait que j'ai comme pas allumé. C'est correct. L'an dernier, en automne dernier, pas l'automne-ci, l'autre d'avant, bref, j'ai fait une conférence dans une école secondaire. Je parlais de mon parcours professionnel. Ils voulaient que je parle de Génération Sidechick, blablabla. Fait que, je parlais pas de ça du tout. Mais en parlant de Génération Sidechick, je citais des exemples de sujets qu'on pouvait aborder en lien avec ma mission, puis tout ça. Puis il y a une jeune fille à la toute fin, parce que probablement que dans mes présentations, j'ai parlé de l'épanouissement. Je sais pas de quoi j'ai parlé, mais bref, il y a quelque chose qui ça l'a allumé une petite lumière en elle. Et cette jeune femme-là s'est sentie super en confiance. Elle est venue me voir, elle est mineure. Elle est venue me voir en privé, puis elle m'a posé des questions, puis elle a dit, tu sais, je t'écoutais parler tantôt, ta-da-da. Fait que là, je fais, ouais. Est-ce que mon père faisait ça avec moi quand j'étais plus jeune? Puis là, elle m'explique le geste. Est-ce que ça, c'est un viol? Oh my God! Fait que là, je dis, je peux pas décider, tu sais, j'ai pas les compétences, mais à mon avis, est-ce que tu étais consentante? C'est ton père, il t'a touché les parties intimes? Oui. Puis elle m'a réécrit il y a peu de temps parce qu'elle a décidé de porter plainte suite à ma discussion avec elle. Mais tu vois, elle doutait. Puis pourtant, c'était très concret. Là. Elle n'a pas eu de pénétration, mais il avait quand même touché son sexe. Il avait quand même eu... Il venait la nuit, tout ça. Tu sais, comme elle me racontait quand même son histoire en 5 minutes, mais quand même assez détaillée que je comprenais pas trop... J'étais comme, quel cadeau, elle me fait confiance, mais à un autre niveau, cette jeune femme. Mais juste d'avoir la discussion, puis d'aller juste confirmer, puis aller valider auprès d'un père, comme là, elle me voyait sûrement comme un adulte, tu sais, elle me voyait comme... Fait que, juste ça, elle m'a écrit sur Instagram il y a pas très longtemps, puis elle m'a dit qu'elle avait réussi à faire... Elle a parlé à sa mère, puis ils ont décidé de faire des procédures, puis tout ça, puis... Fait que, tu sais, je dis pas nécessairement que l'objectif, c'est pas nécessairement de rendre quelqu'un coupable. À mon sens, c'est plus que s'il y a quelqu'un qui a un problème, une maladie mentale ou qui a des troubles et qui risque de récidive, il faut le prendre en charge. Tu sais, c'est pas juste genre j'ai besoin de mettre une étiquette sur un coupable, aller en prison. Tu sais, c'est pas ça le but, là. Il y a la réhabilitation qui est importante. C'est important. Aussi. Le but, c'est pas juste de les mettre en cage puis les laisser mourir. C'est pas ça le point du tout de la justice. Mais cette jeune fille-là, elle a vraiment eu confiance en toi. Puis c'est souvent ça qu'on voit des ados ou des jeunes adultes qui vont aller vers... une grande sœur, un professeur en qui ils ont beaucoup confiance, quelqu'un qui va être près d'eux. Ils vont essayer de valider un peu ce que j'ai vécu, c'est normal, comment je me sentais. Mais tu sais, ils sont complètement déchirés parce que c'est briser la famille, c'est mon père. Tu sais, c'est pas évident tout ça, là, la charge émotive qui vient avec ça. Puis il faut beaucoup de courage. Tu sais, il faut beaucoup de courage pour aller te voir puis te raconter ça. Puis tu sais, moi, je trouvais qu'elle m'offrait un grand cadeau par sa confiance.
Mais après ça, j'ai pensé à ça, puis j'ai tellement pleuré en sur mon auto. Oh J'étais my comme, God. mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec Mais cette histoire? cette conférence-là a probablement changé la vie de cette personne-là. Ben oui, Si on se parle aujourd'hui, puis qu'il y a une seule personne, ne serait-ce qu'une seule à la maison qui décide de porter plainte, bien, ça va être mission accomplie. Plus on en parle, plus on dit, venez nous voir, le système de justice, si vous en avez besoin. Venez, on va vous accueillir. On peut pas vous faire de promesses, mais on est là pour vous écouter puis vous donner l'attention que vous méritez par rapport à ce que vous avez vécu. Ouais. Puis est-ce que là, depuis le MeToo, vos dossiers... Oh oui, ça augmente. OK. Oh oui. OK. Les dénonciations augmentent, les enquêtes policières augmentent, OK. les dossiers augmentent à la cour, les condamnations. OK. Ça va de soi. Ça va de soi. Puis, il y a 2 ans, on a eu la même semaine l'acquittement de M. Roson puis l'acquittement de M. Salvaille dans mon équipe. La même semaine, en décembre 2020. Mais on est pas mal fiers de voir qu'il n'y a pas une victime par la suite qui est venue nous voir puis qui nous a dit « Moi, j'arrête ça, time out. Eux, ils ont été acquittés. Moi, ça ira. » Tu sais, ça n'a pas eu l'impact que beaucoup de personnes pensaient que ça aurait. Peut-être qu'il y a des gens à la maison qui n'avaient pas initié le processus judiciaire puis qui, bon, ça a pu les décourager, malheureusement. Mais encore une fois, Roson, Salvaille, Depp, c'est des dossiers qui ont leur propre preuve, propre histoire. Il ne faut pas se fier là-dessus pour qualifier ou pour décider ce que nous, personnellement, on a vécu puis qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Mm-hmm. Puis, tu sais, justement, initialement, Anne, tu demandais, bon, qu'est-ce que la violence sexuelle? Ouais. Est-ce qu'on peut la décortiquer? Il y a différents types de violences. Là, on en a parlé d'une, par exemple, aux attouchements. Est-ce que la violence sexuelle, ça pourrait ne pas inclure le toucher du tout? Est-ce que la violence sexuelle pourrait être seulement verbale? En fait, il faut nécessairement un geste sexuel. OK. Mais si on vous harcèle ou on vous fait des commentaires sexuels, tu sais, ça peut être du harcèlement, ça peut être autre chose, ça peut être un autre harcèlement crime. sexuel. OK. C'est du harcèlement. Ouais, Il harcèlement. n'est pas qualifié de sexuel, OK. mais c'est du harcèlement. Quelqu'un vous fait des commentaires de nature à ce que vous ayez peur pour votre intégrité, votre sécurité physique ou sexuelle. Ça peut être un crime aussi. Mais tu sais, ça me fait penser à... Moi, il m'est arrivé des affaires, là. Je suis comme, my God, ça me fait penser à ça. Moi, j'avais un voisin fou. Tu sais, un voisin fou. Puis lui, là, son trip, là, c'était de regarder... Par la fenêtre? Ah, Par la fenêtre. Puis, tu sais, puis d'être sûr de me pogner en train de se... Mettons, lui, il se touchait, là. Il me faisait rien. Mais tu le voyais se toucher? Oui. OK. Est-ce C'est que un ça, crime aussi. Ouais, c'est de l'exhibitionnisme. Mais Ouais, c'est ou de pas- l'action c'est pas de la indécente. violence sexuelle, pantoute. Ben, OK. pour nous, c'est un crime de violence sexuelle. Si toi, tu étais mineur ou tu étais majeur à ce moment-là? J'étais majeure à ce OK. moment-là. Mais c'est une action, ça peut être qualifié comme une action indécente. Je commets une masturbation publique, c'est une action indécente, c'est un crime. Montrer tes organes génitaux à un enfant, c'est un crime d'exhibitionnisme Ah oui? aussi. OK. Ça existe dans le code criminel, oui. Puis ça aussi, c'est considéré comme de la violence sexuelle. Proxénétisme, tu sais, les travailleuses du sexe, ça, c'est aussi de la violence Oui, puis par sexuelle. rapport à ça, il y a de l'exploitation sexuelle, mais même s'il n'y a Exploitation pas d'argent en sexuelle. jeu. C'est quelque chose que j'ai lu dans un article. Ah, que il y a des- le crime d'exploitation sexuelle Ouais. des adolescents, oui. Mais il faut pas qu'il y ait de l'argent Non, nécessairement. c'est qu'on exploite une situation d'autorité. Exemple, un prof de basketball l'entraîneur. avec, OK. avec sa joueuse, puis ils ont des relations Je sexuelles. comprends. Puis elle a entre 15 et 18 ans, fait qu'il y a un crime d'exploitation sexuelle. J'ai profité de mon statut, j'ai eu des contacts sexuels, puis tu pouvais pas consentir parce que moi, j'étais en situation d'autorité. Puis en plus, tu étais mineur. Tu sais. Ouais. Fait qu'il y a il y a une panoplie de crimes sexuels. Il faut juste prendre le temps de porter plainte, de vraiment tout bien expliquer. Puis les policiers vont enquêter tout ça. Puis la qualification de quel est le geste sexuel, bien, c'est les procureurs. C'est ça notre travail, nous. D'analyser la preuve, de dire, ben nous, on considère que tel crime a été commis, puis on est en mesure de prouver ce crime-là. Alors, on dépose une accusation avec tel crime et on fait le procès. Fait que c'est vraiment ça, à nous, notre travail, vraiment OK. qualifié. La victime dit ce qu'elle a à dire, donne sa version. Elle peut se souvenir de certaines choses, puis pas d'autres. Elle peut avoir oublié des affaires. Elle peut être pas certaine de certaines choses. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle nous donne toute sa version le plus authentique possible aux policiers. Tous les morceaux du casse-tête. Les policiers, eux, par la suite, vont compléter. Est-ce que j'ai des témoins? Est-ce que j'ai de la corroboration? Est-ce que j'ai besoin d'un élément scientifique, matériel, de l'ADN? Et là, les policiers vont monter un gros dossier d'enquête qui va arriver sur le bureau du procureur. OK. Et là, à ce moment-là, nous, c'est OK. Avec la version de la victime, avec l'enquête policière, avec l'ensemble des éléments de preuve qu'on a, quel crime a été commis? Est-ce qu'il y a un crime de commis? Quel a été commis? Et là, on porte les accusations. Ça fait pas penser à District 31 avec Hélène Bourgeois-Leclerc. Ouais. Puis
La procureure, oui. Fait que nous, vraiment, c'est ça. Fait que la violence sexuelle, elle a beaucoup de visages. Puis il y a de la violence sexuelle à l'intérieur de la violence conjugale, quand on est en couple. Ouais. Tu sais, on peut être maltraité physiquement, on peut être maltraité psychologiquement, puis on peut être maltraité sexuellement aussi quand on est dans une relation. Est-ce que ça vient aggraver une peine lorsqu'il y a plusieurs types de violences C'est sûr. combinées? Oui, c'est sûr. Puis le code criminel est clair. Quand tu commets un crime et tu maltraites ton conjoint, ça, en soi, déjà, c'est un facteur aggravant qui est pris en considération au moment de la peine. Puis une fois que l'accusé, disons, est coupable, Oui. est-ce qu'il figure sur une liste de délinquants sexuels? C'est quoi? Ou ça dépend encore de chaque situation? Pour un crime sexuel, tu es fiché dans un registre de délinquants sexuels. Wow. Ce que je vous disais que j'avais eu en 2014 quand j'ai fait mon stage, là, ça a été mis en vigueur. Fait que oui, tu es fiché. C'est pas un registre qui est public, par exemple. T'sais, monsieur, madame, tout le monde peut pas aller sur Internet, mais les policiers, oui. Il y a une banque de données. OK. Fait que ça sert parfois, je sais pas moi, il y a un crime commis dans un secteur X. On peut aller chercher qui habite, quel délinquant sexuel habite dans ce coin-là. Ça peut faciliter les enquêtes policières. Fait que ça peut nous aider. Et quand tu es fiché là-dessus, tu es fiché soit pour 10 ans, 20 ans ou à vie, tout dépendant de la gravité du crime. Mais ça implique... C'est comme des points de démérite. Oui. Mais ça implique que tu dois, une fois par année, te présenter. Tu dois dire j'habite où, je travaille où, je fais du bénévolat où, c'est quoi ma voiture, j'ai-tu un tatou particulier, tout. Fait qu'à chaque année, soit pendant 10 ans, soit pendant 20 ans, ou soit pendant... toute ta vie. Ouais. Si tu fais des voyages à l'extérieur aussi, il faut que tu nous avises. Tu vas où? Tu y vas comment? Par quel moyen de transport? T'sais, fait que c'est vraiment... Si tu voyages puis qu'à l'étranger, il y a toutes sortes de dispositions où on suit ces délinquants-là sexuels vraiment longtemps après la fin de leur peine. Mais je suis curieuse, ce n'est pas ouvert publiquement, mais si, par exemple, mais en ce moment, on est en carence de CPE, là, puis il y a quelqu'un qui décide de s'ouvrir un CPE, il n'y a aucune façon que je puisse aller m'assurer que les personnes que je vais engager ne soient pas des délinquants sexuels? En fait, l'employeur peut vérifier le plumitif criminel. Ça, c'est en fait un autre outil qui est public. Même vous pourriez vous présenter au palais de justice parce que vous voulez faire une recherche avec un nom puis une date de naissance. Ça, c'est public. Les antécédents judiciaires, c'est public. Fait que les employeurs, ils ont accès à cette banque-là d'informations pour savoir si la personne a des antécédents judiciaires ou non. Puis ça va être écrit le crime, puis la peine. Toutes les informations vont être dans le plumitif qu'on appelle, plumitif criminel. OK. Parfait. Puis tu sais, là, tu fais référence aussi, il y a beaucoup de violence. En fait, beaucoup. Il y a souvent de la violence, parfois, dans les couples. La violence conjugale. Est-ce que ça aussi, ça nécessite, avant d'arriver dans un caractère sexuel, est-ce qu'on peut... Tu sais, la pression pour avoir des relations sexuelles, est-ce que ça rentre dans cette catégorie-là? Oui, mais ça vient au niveau du consentement. Tu sais, si moi, dans mon fort intérieur, je veux pas consentir, je le manifeste, je ne veux pas avoir de relations sexuelles ce soir, qu'on te force, qu'on te manipule, bien là, à un moment donné, ça peut devenir aussi une agression sexuelle. Tout est une question de consentement. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on est l'objet de notre conjoint et qu'on peut avoir du sexe dès qu'il en veut. Là. On a le droit de dire non. C'est sûr. De dire non. Est-ce que... parce que ça, je l'ai vécu, là, c'est quelque chose qu'on disait en off-cam. Puis moi aussi, ça fait partie de la belle vague MeToo. Je vais dire la belle parce que ça a eu du positif, éveiller des consciences. Moi, j'en suis une, t'en as une autre, par rapport à une expérience. Mais c'est ça, moi, j'étais en couple puis j'avais eu beaucoup de pression qui est arrivé, ben, inévitablement. En fait, les mots étaient là, c'était non, c'était très explicite. Là. Il n'y avait aucune chance de douter de mon intention. Ça peut être des mots, ça peut être des gestes, repoussés. Exprimer que c'est non. Ceci dit, j'en vois souvent ou dans les différents comme les partages d'expériences, mais c'est difficile à dire. Il y a des fois qu'elle veut ça. Il y a des fois qu'on aime ça un peu plus rough, puis ça fait partie un peu d'une game sexuelle. De dominer, puis tout ça. Fait que ça doit tellement être complexe d'être capable de décortiquer. Oui, juridiquement, ça arrive parfois des comportements sexuels, des pratiques sexuelles, mais c'est parce que le consentement, tu peux pas le donner d'avance. Tu le donnes maintenant. Et le consentement, tu peux dire oui, puis dans 10 minutes, dire non. Je comprends. Donc, il faut que tu consentes à chaque geste sexuel, puis à chaque étape de ton acte sexuel, tu as le droit de dire que ça ne te tente plus. Donc, nous, vraiment, c'est là qu'on a besoin du récit de la victime, puis qui nous explique tout ça. Et nous, juridiquement, on va être en mesure de dire, bien, il y a eu une absence de consentement, et ça, bien, ça constitue un crime. Est-ce que tu as des statistiques par rapport à... Puis là, c'est peut-être
pas dans ta... Parce que tu es vraiment spécialisée dans la violence sexuelle, mais on a-tu des statistiques par rapport à, mettons, dans toutes les plaintes qu'il y a eu par rapport à la violence, est-ce que à caractère sexuel est la plus populaire? En matière conjugale? Ouais. J'ai pas de statistiques, mais on voit beaucoup de violence physique aussi, sans violence sexuelle. Il y a vraiment de tout. C'est particulier parce que la victime en violence conjugale, souvent, elle veut pas nécessairement aller au bout du processus. Elle veut une prise de conscience. Alors que la violence sexuelle, la victime, elle veut vraiment terminer le processus. La dynamique est très différente. Le procureur en violence conjugale n'a pas du tout la même, la même dynamique avec les victimes que le procureur en violence sexuelle. Mais la violence conjugale, c'est fréquent. Ça aussi, je pense qu'il y a eu un éveil de la société puis des femmes par rapport à ça. Tellement. On voit beaucoup J'ai vu d'un documentaire super intéressant à RDI aussi sur la violence conjugale, la violence sexuelle. Je pense qu'on en parle de plus en plus. Puis quand on montre des vraies histoires, des vrais visages, on dirait que les gens se reconnaissent plus que du théorique. Oui. Je serais curieuse de savoir, tu sais, puis c'est... Je sais pas que les gens prennent ça bizarrement, là, mais c'est quoi le ratio d'accusés hommes-femmes? C'est-à-dire... Oui. Bien, il y en a des hommes qui sont victimes de violences sexuelles, oui, je sais, victimes de violences conjugales. Je sais ça, vraiment. Mais tu sais, j'ai pas de statistiques où j'ai pas compté, mais je peux affirmer en matière de violences sexuelles qu'il y a plus d'hommes accusés que de femmes. Mais je veux pas généraliser non plus parce que... Non, c'est ça, on veut pas généraliser. Il y a aussi les enfants qui sont souvent des enfants, des petits garçons qui sont agressés aussi sexuellement. Oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire que est-ce que c'est des femmes qui... Généralement, est-ce que c'est des femmes qui abusent de ces petits garçons-là ou c'est des hommes qui abusent de ces petits garçons-là? Oui, ça, j'ai pas de statistiques. Si tu veux que je te parle de moi, ma carrière, quand j'en ai fait, c'était plus souvent des hommes qui abusaient des garçons. OK. Des femmes qui abusent des enfants, c'est plus exceptionnel. Ce que moi, j'ai vécu. Tu sais, je parle pour moi, mes années que j'ai fait ça. Mais sinon, on peut voir entre adultes deux femmes qui s'agressent, victimes d'agression sexuelle, 2 hommes, hommes-femmes. Il y a vraiment de tout. Ouais. Ça part inévitablement de l'éducation, de la prise de conscience de l'impact de nos gestes, mais aussi, tu sais, c'est tout nouveau. Là, on dirait qu'on accueille les petits garçons à parler de leurs émotions, à dire, tu sais, avant, c'est comme, tu peux pas... Quel genre d'homme serais-tu de dire que tu as été abusé par ta femme? Franchement, toi, abusé par ta femme, à quel point tu n'es pas capable de gérer ta femme. Tu sais, il y en a plein qui ont... Oui, absolument. Fait que, c'est tellement rempli de préjugés. Il faut les accueillir là-dedans puis être plus doux. Puis, tu sais, je suis pas en train de dire que je veux qu'il y ait plus de femmes qui... C'est pas ça, mais si les hommes qui écoutent le podcast ou autre chose puis qui vivent la violence, s'il vous plaît, dénoncez parce que... Ils seront pas jugés. Il faut pas être jugé. On va les accueillir puis on n'a aucun préjugé par rapport à ça. On en a... Tu sais, il faut se sentir à l'aise de se tourner vers le système de justice. Puis on parle beaucoup d'éducation, mais il y a aussi beaucoup de banalisation de la sexualité. Ouais. Tu sais, quand on regarde Instagram, Snapchat, TikTok, tout est banalisé. On voit des choses où, tu sais, il y a beaucoup de banalisation entre adolescents aussi, beaucoup de cyber-intimidation aussi. Mais tout est banalisé. Tu sais, quand c'est rendu qu'en l'espace de moins de 5 minutes, tu peux t'ouvrir un compte sur OnlyFans et gagner ta vie avec l'exposition de ton corps. Moi, dans mon temps, il me semble que ça m'aurait pris un plus long processus. Quand t'es adulte, c'est une chose. À monétiser mon corps. Quand t'es adulte, c'est une chose, mais quand t'es un adolescent puis que t'es toujours dans une banalisation de la sexualité, à un moment donné, c'est difficile d'assumer que je consens ou je consens pas, ou la perception que la personne peut avoir, ton partenaire aussi. Fait qu'il y a beaucoup d'éducation à faire, tu sais, à l'école, d'éduquer sur la sexualité, sur les parties du corps, sur le consentement, le respect. Tellement qu'il devrait vraiment avoir plus des cours d'éducation. C'est la base. Surtout encore plus aujourd'hui. Tu sais, combien de fois j'ai des nièces, puis tu sais, leurs amis gars étaient comme moi, mais tu sais, qu'est-ce qu'ils me disent? Voyons donc, elle fait juste ça, mettre des photos d'elle en petit bikini, elle sort les fesses, elle se met en position sexuelle à tous les jours sur ses réseaux sociaux. Puis là, elle arrive dans l'intimité avec son chum, puis elle voudrait rien faire. Voyons donc, ça fait pas de sens. Même eux, ils ont de la difficulté à déconstruire, on dirait, le rapport. Puis je suis comme, c'est vrai que ça devient mélangeant. Pourquoi elle voulait pas? Elle a commencé à m'embrasser. Elle avait bu, on avait bu. Ça, on l'entend, hein? Les vêtements, tu sais, elle avait une petite jupe. Puis on l'entend des gens, mais des fois, des victimes qu'on reçoit aussi entretiennent des mythes
par rapport à leur propre comportement. Ouais. J'aurais peut-être pas dû l'embrasser, C'est j'ai ça. comme attisé les choses. J'aurais peut-être pas dû boire cette soirée-là. J'aurais peut-être dû crier, j'aurais peut-être dû m'enfuir. Ah, j'aurais pas dû le texter le lendemain, ou tu sais. Puis on essaie de débâtir ça avec C'est elle, ça. là, tu sais. Entretenez pas ces mythes-là à votre Exact. endroit. Tu sais, c'est pas parce qu'une fille se met dans des positions sexy sur son téléphone que ça nécessairement dire Que comment je c'est touche avec toi. Ben oui, Tu sais, effectivement. comme à un moment donné, il faut... Non, 1 + 1 égale pas 2 dans cette... Tu sais, tous je les sais réseaux pas. sociaux aussi. Puis ça, moi, je dis toujours à des parents, parce que nous, on fait beaucoup aussi de pornographie juvénile, de cybercriminalité. OK. Ça fait partie de la violence sexuelle. OK. Puis tu sais, quand votre enfant commence à aller sur l'ordinateur, accompagnez-le. Tu sais, s'il commence à nager, vous allez l'accompagner dans la piscine. S'il commence à faire du vélo, vous allez l'accompagner. Accompagnez-le avec l'ordinateur. Laissez-le pas seul. Expliquez-lui la réalité. Parce qu'il y en a aussi des jeunes qui se font piéger par des cyberprédateurs. Puis, tu sais, c'est d'expliquer les choses, puis de donner des exemples concrets. Tu sais, je veux dire, si un soir, ça sonne à la porte de la maison, vous ne laisserez pas rentrer l'inconnu comme ça Ben dans la non. maison. Mais pourquoi il rentre dans votre ordinateur? C'est vrai. Vous le C'est connaissez pas tellement plus. vrai. Tu sais, soyez prudents, soyez aux aguets. Puis aussi, cultivez aussi beaucoup la communication avec vos enfants, qui n'aient pas peur de venir vous voir pour vous dire, mais là, il y a telle personne qui me parle sur Internet. Puis, tu sais, puis il y a plein de réflexes, là, tu sais, qu'on peut développer. Puis il y a beaucoup de sites sur, mettons qu'il y a des parents qui nous écoutent aussi en ce moment, des mamans ou des papas, sur la prévention au niveau des crimes, de la cybercriminalité, des réflexes à développer, comme, mettons, désactiver la caméra automatique d'une application. Plein de choses où, tu sais, les gens... parce que souvent, les prédateurs sont vraiment insidieux, mais ils en connaissent beaucoup. Ils Ouais. peuvent vous piéger. Là, vous êtes là-dedans, vous avez honte. Oh tu sais. my God. Fait que ça aussi, c'est une autre forme de violence sexuelle qu'on a. Fait que, bref, on fait du coq à l'âne, là, Ouais, mais... vous mais avez aussi, j'ai goût de vous appeler maître. Non, c'est vrai. Rachel, c'est correct. J'adore ça. Maître Rachel, alors. Maître Rachel. Est-ce que tu penses que tu sais, YouPorn, pornographie, tout ça, ça vient justement, tu sais, mettre encore plus compliquer la chose sur l'éducation sexuelle? Mais ça banalise, encore une Ça fois. banalise. Je veux dire, les pratiques qu'on voit sur ces sites-là, c'est pas nécessairement les pratiques que tu vas avoir dans ton intimité. Puis Non. quand tu es un jeune ado, attends-toi pas non plus à ce que la fille avec qui tu vas avoir une première relation sexuelle veuille ce genre de traitement-là. Eh. C'est encore de l'éducation. Et... Ouais, non, on n'aime pas ça. Non. On n'aime pas ça, ce genre. Non, surtout pas pour la première fois, en tout cas. Non. Crime, non. Non. Il faut vraiment, vraiment prendre le temps de découvrir. Là, depuis tantôt, je joue avec mon ordinateur. Est-ce que ça peut fonctionner? Je voulais donner le numéro en question à lequel tu fais référence. Oui. S'il y a des gens à la maison qui se posent des questions par rapport à voici ce que j'ai vécu, je sais pas dans quelle catégorie ça baigne, est-ce que je devrais porter plainte, qu'est-ce que C'est je quoi devrais les faire? étapes? Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui m'attend si je rentre dans des procédures judiciaires? Bref, il y a une ligne téléphonique qui est vraiment là, gratuitement, pour informer les victimes de C'est le violences procureur sexuelles. qui répond. Oui, c'est une procureure spécialisée en violence sexuelle. Elle, Ouais. elle a fait ça, elle a l'expérience, puis elle peut vous guider. Elle va pas vous donner une opinion juridique, Non. mais elle va vous informer en général sur ce qui vous attend. OK. Exactement. Donc, le DPCP ouvre cette ligne-là. Le numéro, c'est le 1-877-547-DPCP. Je vais vous mettre le numéro de téléphone inévitablement en commentaire Super. sous l'épisode, mais il ne faut pas hésiter. Si moindrement vous avez un doute, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, à mon avis. Moi Parce que aussi. tu vois, quand tu parlais de ton histoire en ovulé, Ouais. quand tu étais avec le médecin, tu Ouais. sentais... Non, Notre j'avais- instinct, il est fort. Oui, c'est vrai. J'étais Allez comme, le non. valider. Allez le valider avec les autorités. On est là pour ça. Oui. Oui, tout à fait. Un gros merci. Hey, Ça m'a merci fait vraiment tellement. plaisir. C'était rafraîchissant. Ça fait J'ai du bien. bien aimé la Ça discussion. change de la course, un petit peu Oui, moins... ça change du... Ça change plus casual. Ouais, c'est ça. Un gros merci pour ton Ça m'a fait passage. plaisir. Ça a inévitablement fait du bien et éveillé plein de gens. Puis Mais quitte à quelle ce que ça belle soit de découverte, conscientiser. Rachel. Ouais. Oui. Vraiment. Maître Rachel, une belle découverte. Oh! Merci. Merci à toi aussi, Anne-Lovie, d'avoir partagé ce moment-là. Puis course. on dit merci à Clarence, comme à chaque Oui. semaine, de supporter nos épisodes. Puis on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao!